Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette première étape du Tour d'Espagne qui partait du Portugal, Lisbonne précisément, pour cette première journée, un contre-la-montre de 12 km. Particularité, une seule intersection, sinon on était sur la même route, c'était pas totalement plat, mais on était quand même sur un parcours qui était vraiment fait pour les purs spécialistes. On va voir comment ça s'est passé pour les différents leaders. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, ça sera à partir de demain. À l'arrivée des étapes, surtout que demain ça sera quand même très chargé avec l'enchaînement Vuelta Tour de France Femmes. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, comme ça permet de mettre en avant les différentes vidéos. On commence avec cette étape, on va faire comme pour le Tour de France féminin, le chrono de Rotterdam. On va partir du dernier concurrent et on va remonter au fur et à mesure jusqu'au meilleur. Déjà comme ça je vous spoil pas tout de suite les résultats si vous n'avez pas vu l'étape et que vous avez cliqué par inadvertance. Dernier coureur de ce chrono, c'est Elie Gebert. Elie Gebert qui a mis quand même 2 minutes 14 de plus que le premier concurrent, mais qui n'a jamais été un expert du contre-la-montre, qui de toute manière ne vise pas vraiment le classement général, il faut bien le dire, vise plutôt les étapes. De toute façon, c'est ce qu'on nous avait dit du côté d'Arkea. On voit que 3 des coureurs sont dans les 15 derniers. Donc, voilà, on n'a pas fait à fond ce contre-la-montre. Donc, avec Elie Gebert dernier, Laurens Hayes avant-dernier, Vergalito. Petit gabarit, Vergalito, le coureur italien de l'Alpecin-des-Colonnes. Alors, plutôt surprenant parce qu'il a fait la Zwift Academy, Vergalito. Donc, normalement, Zwift Academy contre-la-montre, c'est ce qui se rapproche le plus, sauf que Vergalito sur un vélo, il est quand même pas, c'est pas le mec le plus à l'aise au monde. Donc peut-être qu'avec le vent qui était de côté, le vent, parce qu'en fait la carte que j'avais ce matin était dans le bon sens. Je pensais pas que Lisbonne était, je pensais que Lisbonne était en bord, vraiment au bord, et non, c'était pas le cas. Il y a une autre commune en bord de mer. Il y avait même beaucoup de vacanciers encore qui se baignaient, bronzés sur la plage. Mais Vergalito, c'est assez surprenant quand même, parce que quand on fait Zwift, normalement le contre-la-montre c'est le plus facile, c'est ce qui se rapproche le plus de cet exercice-là, mais c'est pas un grand gabarit, et 2 minutes 04 ça fait quand même beaucoup pour ce coureur. Beret, le grimpeur de Jaiko Alula, le coureur africain. Bon, il y a encore du travail à faire sur le contre-la-montre, mais il est plus là pour tenter d'aller chercher des étapes. Je pense à Berastouri, bon, il n'a jamais été bon sur le chrono. Kenny Alisson, pas dernier, c'est déjà pas mal. Non, mais Kenny Alisson n'a jamais été bon sur le chrono. Là aussi, on est sur un petit gabarit. Là, c'était un parcours pour purs spécialistes. Et forcément, quand vous êtes une crevette et que déjà en temps normal, vous n'êtes pas bon dans le contre-la-montre, ça commence à être difficile. C'est pareil pour Santiago Mba. En plus, Santiago Mba, ça reste un jeune coureur, ça reste un coureur qui n'était pas en World Tour. Donc on sait très bien que dans les équipes continentales, le chrono, c'est absolument pas la priorité. Déjà parce que souvent, on n'a pas du matériel de qualité et que voilà, on a d'autres objectifs que d'aller chercher des résultats sur les contre-la-montre. Donc pas surpris aussi de le voir dans les dernières positions. Et Kenny Alisson, oui, même à la Sky, il était pas bon. Donc pas une surprise. On voit Petili également assez loin, mais là aussi, on est sur un petit gabarit. Kruijswijk, il n'a pas fait le chrono à fond. Kruijswijk, tout simplement parce que c'est pas le leader de l'équipe. Il y a Sepp Kuss qui est le leader. Et puis que de toute manière, il n'aurait pas été intéressant pour Kruijswijk de faire un repère pour Van Aert ni pour Sepp Kuss au niveau de ce contre-la-montre. Donc on a préféré plutôt le faire en dedans, qu'il garde de l'énergie pour la suite de ces 3 semaines de course qui seront bien intenses, je pense, pour Steven Kruijswijk. Donc lui, il ne l'a pas fait du tout à fond, 1,33 de perdu. L'objectif était pour d'autres coureurs, c'est pas le leader de l'équipe.
Vous avez Kuss, vous avez Uitebro qui sont devant lui dans cette formation. Donc voilà, il n'a pas fait du tout le chrono à fond, il a plutôt laissé ça à d'autres coureurs. Bon là ensuite on remonte assez rapidement, hein, l'Astra, Para, Errada, là on est sur des coureurs qui ne le faisaient pas à fond. Uran, une 25, c'est son dernier grand tour. Ça a jamais... Il a été bon sur le chrono, Uran, à une époque, notamment chez Ineos, mais ces dernières années, je pense que c'est plus forcément un de ses objectifs. Et puis il sait très bien qu'il ne va pas jouer le général. Il sait qu'il y a d'autres coureurs dans cette formation qui auront cet objectif-là. Et je pense que du côté de Rigoberto Uran, l'objectif était plutôt voilà, de se mettre en route, de se débloquer, ce qui a été un peu près le cas. On voit qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont à peu près dans les mêmes chronos, mais je pense que l'objectif est un petit peu de se débloquer, voilà, de se mettre en route avant la suite de la semaine qui sera intense, parce que Carapaz aura besoin de lui du côté de l'AEF. Et puis peut-être qu'il voudra aller chercher une victoire d'étape. C'est peut-être l'une de ses dernières courses à Rigoberto Uran, hein. Ça fait partie des coureurs qui vont prendre leur retraite, forcément. Je pense qu'il aura envie de se montrer. Et bon, la possibilité de se montrer, ça va être de prendre des échappées aussi. Bouchard, jamais bon sur le chrono, là aussi. Geoffrey Bouchard, ça fait quand même du bien de le voir sur la Vuelta, parce que c'est un peu comme Victor l'a fait. C'est quand même des coureurs, on s'attendait peut-être presque pas à ce qu'ils soient là. Il faut le dire, vu l'année, comment elle a été catastrophique, puis la première partie de saison blanche, on s'attendait même pas à les voir sur un grand tour. Donc le voir déjà sur un grand tour, c'est plus mal. Bon, il a été rattrapé en plus très vite par un adversaire, Bouchard, donc c'est vrai que ça, bon, voilà, c'était pas si évident que ça. Il finit juste derrière Nicolas Vinokourov du côté de chez Astana. Bon, Cepeda, là aussi pas un spécialiste du chrono. Guillaume Martin, oh, une 23 d'entrée, hein, c'est un peu plus que d'habitude, je dirais. Parce que là, il est derrière Quintana. Oh, quoi qu'il se prend 2 secondes par Quintana, hein. Ouais, il a 1 seconde de Fortunato. Oh, normalement, il est quand même devant Fortunato. Et il est un peu derrière Fortunato, Guillaume Martin. Pas de surprise, Guillaume Martin, le contre-la-montre, c'est l'exercice où il est le moins à l'aise, Guillaume Martin. C'est un truc qu'il n'aime pas. Je pense qu'il n'aime pas parce que le contre-la-montre, il faut réussir à débrancher le cerveau. Et je pense que Guillaume Martin, c'est un coureur qui réfléchit beaucoup. Et le contre-la-montre, il faut débrancher le cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire ah ben, j'ai mal, mais je continue d'appuyer très fort sur les pédales et je me mets à fond. Or, quand tu réfléchis beaucoup, cette capacité à déconnecter, on va dire, le cerveau et à aller outre les informations que tu reçois de ton cerveau, c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est le problème de Guillaume Martin. Il faut peut-être être un peu bête, en fait, pour être bon sur le chrono. Non, mais il faut, je pense, savoir débrancher. Et je pense que Guillaume Martin, il ne sait pas débrancher. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Après, bon, de toute manière, Cofidis, en termes de matériel, je pense qu'il y a un déficit. Hein. Luke n'a jamais été très bon sur le vélo de chrono. Et puis après, lui, c'est pas sa spécialité. La position est peut-être pas étudiée. Je suis peut-être même pas sûr qu'il fasse un travail en aéro, Cofidis, autour de ça. Donc, au bout d'un moment, ça a des conséquences. Hein. Au bout d'un moment, ça fait une 23 dans la tête. Voilà, tout simplement pour Guillaume Martin. Fortunato, une 22. Ouais, c'est pas un super début pour Fortunato, mais c'est un mec qui déteste le contre-la-montre. Voilà, donc ça fait partie des coureurs qui se prennent une 30 par tranche de 10 km. Presque, donc bon, le fait qu'il soit à une 22, il est à son niveau, Fortunato. Voilà, je crois qu'il n'est pas beaucoup plus loin. Et puis bon, tu vois qu'il est quand même avec d'autres leaders. Tu vois, Rubio, Quintana, ils sont à une 21, donc ils sont pas si loin que ça au final de Fortunato. Même cette année sur le Tour d'Italie, Fortunato sur les chronos, il a été hyper loin. C'est vraiment un domaine qu'il n'a jamais aimé. Aussi parce que Fortunato pendant très longtemps était dans une équipe de 2e division, donc c'était pas la priorité, je pensais, contre la montre dans cette équipe. Astana, au niveau du matériel, ils sont quand même dans une situation où ils vont changer de matos l'année prochaine. Donc est-ce que Vidier, est-ce qu'ils n'ont pas des vélos plus ancienne génération que Groupama? Je pense ils ne doivent pas avoir le dernier modèle qu'a Groupama. Là aussi ça fait des écarts, hein, quand vous avez un vélo qui n'a peut-être pas évolué depuis un an et demi.
face à des vélos pas mal de marques, Van Rysel notamment et Groupama qui ont amené des évolutions sur le Tour de France au niveau matériel. Là aussi, ça fait des grosses différences. Même, on peut dire seulement sur 12 km. Oui, mais comme c'est un contre-la-montre quasiment à fond, sur 12 km, ça commence à faire déjà des écarts. Bon, Movistar, Rubio, Quintana. Quintana, à une époque, était pas mauvais sur les chronos, mais sur les chronos en boss. Rubio, bon, c'est la tradition un petit peu colombienne, c'est de ne pas être performant normalement dans ce domaine-là, donc ça fait tout de suite des écarts. William Junior Le Cerf, le jeune coureur belge, là aussi loin, jeune coureur, pur grimpeur, petit gabarit aussi Le Cerf, hein. Donc pas forcément évident, surtout il y avait des conditions de vent, oui voilà 1m69 pour 54 kg. C'est un coureur qui est encore en phase d'apprentissage. Lui, c'est la première année aussi où il est en World Tour. L'année dernière, il était dans l'équipe de développement. Je ne sais pas s'il a fait beaucoup de chronos, même depuis le début de saison. S'il a fait le Tour de Suisse, où il a fait les 2 chronos. La première étape du Tour du Pays Basque. Et 2 chronos sur le Tour du Rwanda. Mais bon, sur le Tour du Rwanda, je ne sais même pas si c'était avec les vélos de chrono. Donc il a fait 4-5 chronos l'année dernière. Il a fait 2 chronos sur le Tour de l'Avenir, dont un chrono par équipe, et l'autre était en boss. Un chrono sur le Tour d'Alsace, qui était un prologue. Un chrono sur le Baby Giro. Ouais, qu'il en avait fait quelques-uns l'année dernière, sur la semaine internationale, Coppi et Bartali aussi. Mais ça reste un coureur qui est un tout petit gabarit, qui est encore dans une phase de progression, de travail. Premier grand tour aussi. Donc peut-être qu'il n'a pas voulu se mettre non plus dans le rouge, il a voulu aussi prendre son rythme sur cette course. Michael Woods, il n'a jamais été bon sur le chrono. Alors c'est surprenant Michael Woods parce que je parlais de Vergalito et de Swift. Lui c'est un ancien coureur de 1500 en athlétisme. Donc c'est plutôt des coureurs qui savent tenir un rythme. Normalement, ils ont cette capacité à tenir un rythme de croisière. C'est pas le cas de Michael Woods, donc le chrono a jamais été très bon côté de Michael Woods, donc ouais, le voir à 1,19, bon, je dirais que c'est le tarif. Van Sevenant, pas bon sur le chrono non plus, donc c'est normal qu'il soit loin, 114e. Mentis, 1,12. Ouais, ça fait un peu beaucoup, mais c'est pas le dernier aujourd'hui, Mentis. Tu vois, Guillaume Martin est quasiment 10 secondes derrière, donc ça c'est plutôt intéressant. Après, pour moi, il est à sa place. Tu vois, quand tu vois les mecs autour de lui, il y a Quinton Hermans aussi qui a une 10, une 11. Pour moi, c'est le tarif hein, pour un mec comme Mentis. C'est très bien que c'est pas sa spécialité. En plus, l'année n'est pas forcément évidente pour lui hein, en termes de résultats. C'est pas forcément facile parce que le Tour de France a pas été évident. Donc là aussi, on est sur un coureur qui est habitué à perdre du temps, qui ne s'attendait pas à aller gagner du temps sur des adversaires sur un chrono. Donc je dirais qu'il a fait le job et il a sa place. Lascano, assez loin, hein, le coureur de la Movistar. Alors c'est vrai que Lascano, moi je trouve que de le faire enchaîner Tour de France Vuelta, je crois que c'est la première fois que ça lui arrive. Vérification là. Oui, c'est la première fois qu'il fait 2 grands tours dans la même année. Ça commence à faire pas mal de jours de course aussi pour lui, hein. 50. Ça commence à faire une petite trotte. Ouais, je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Après, sur le chrono, oui, il était pas mauvais. Oui, je me disais, parce que à Gevrey-Chambertin, il avait été bon. 4e aux championnats nationaux. 5e à Neulise. Mais c'était des chronos plus longs aussi. Là, j'ai pas de référence sur des chronos aux Jeux Olympiques, il fait 26. Mais sur un chrono comme ça, plus court, sur un chrono très court, j'ai pas vraiment de... Ouais, 38e sur le Tour de Suisse. Donc c'est un chrono de 12 km 7. 40e sur les boucles de la Mayenne qu'il avait remporté. Donc ouais, c'est peut-être que c'était trop court pour lui. Ce format-là, parce que hier Lascano normalement sur le chrono c'est plutôt pas mal, peut-être aussi un petit peu de fatigue, mais là ça serait pas rassurant de commencer une Vuelta avec déjà de la fatigue. Après encore une fois, c'est un coureur qui a moins de 25 ans, enchaîner deux grands tours dans la même année, pas forcément évident. Donc là où hier Lascano a
a un peu souffert sur ce chrono. Peut-être aussi qu'il était dans l'objectif de perdre du temps pour aller chercher des échappées assez vite. C'était peut-être aussi une stratégie du côté de la Movistar avec Carlos Canal. Narvaez, Quintana Hermans, Riccitello, une 10, ça fait beaucoup pour l'américain. C'est pas la première fois que je le vois en difficulté sur un chrono. Mathieu Riccitello qui perd un peu de temps, donc ouais, une 10, ça fait beaucoup pour le jeune américain. Je m'attendais à une chouille mieux pour lui. Surtout que là aussi, on peut regarder un petit peu sa fiche depuis le début de saison. Sur le Tour de Suisse, il avait fait 4 à Villars-sur-Olon, mais il était bien plus loin à Vaduz sur un chrono court, parce qu'il était 122e, donc ce qui est un peu dans les mêmes eaux. À Al Udeiriat Island, il était par contre 63, donc là vous voyez qu'il est une chouille plus loin sur ce chrono, avec un coureur qui a très peu de jours de course dans les pattes. Il est très frais, Riccitello, seulement 33. On parlait de Skian Mose, mais c'est vrai que lui, il est dans la même situation, il mise tout sur cette Vuelta, et ça sera son deuxième grand tour, parce qu'il avait fait un Giro, et pour moi, il avait fait un Giro dès sa première année chez les pros, dès sa première année en World Tour. Ouais, c'est ça, voilà, il avait commencé directos le Giro, ce qui est assez rare, et pour un mec qui a remporté un chrono, encore une fois en boss certes, mais un chrono sur les Tours de l'avenir, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à un peu mieux qu'une 103e place seulement pour le coureur américain. Donc pour moi, c'est une petite déception. J'ai pas parlé de Christian Rodriguez également, le coureur espagnol, je l'ai perdu. Le coureur d'Arkea, le leader d'Arkea, une 15, là aussi on est dans la moyenne. Pour lui, ça n'a jamais été un grand spécialiste de l'exercice. On remonte un petit peu ce classement avec Riccitello, avec Mikel Landa, 1,05 de perdu sur 12 km. Je dirais que c'est son moins bon chrono de l'année pour moi, parce que je regardais, oui, à Gevrey-Chambertin, il fait 35, il perd pas tant de temps que ça. À Neulise, il perd 24. À Gevrey-Chambertin, si on regarde bien, 35, il finit à 2,15. Donc sur un chrono qui était bien plus long, parce que c'était quasiment 30 minutes d'effort. Donc là, sur un chrono plus court, c'est vrai que ça fait un petit peu loin, là aussi pour Landa. Après, il a fait que la Classica San Sebastian, peut-être, comme on en parlait dans la présentation des coureurs, peut-être un petit peu de fatigue. Mais ouais, il perd en plus du temps sur la fin, parce qu'il était à 33 secondes, je crois, au premier intermédiaire. Donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup perdu sur la deuxième partie de course, Mikel Landa, parce que normalement on perdait un petit peu moins de temps sur la deuxième partie que sur la première, donc c'est pas exceptionnel. Prendre une minute d'entrée sur 12 km, ça fait un peu mal au cucu. Caruso, ouais, une 0,5. Après, je sais pas s'il l'a fait à fond, Caruso, parce que comme il y a Tiberi, est-ce qu'il a pas juste donné des infos à Tiberi? Il n'a pas fait le chrono à fond. Ça, c'est une question qu'on peut se poser de la part du coureur italien. On remonte ce classement. Comme je le disais, on partait des plus mauvais pour remonter sur les meilleurs. Rémi Rochas, 79e à 1 minute. Bon, pas un coureur qui joue pas forcément le général, c'est pas mal. Chiconegal. Alors, j'ai du mal à évaluer leur performance aux deux. Pour moi, pour Félix Gall, c'est pas mal. Parce qu'il est dans le top 70. Il n'est pas très loin de Zana. Il n'est pas très loin surtout de Sepkus et de Ben O'Connor. Donc, en sachant que Félix Gall, le chrono, c'est pas trop son truc. Donc je me dis que c'est pas mal. Ciccone aussi, parce que c'est pas un spécialiste du chrono, Ciccone. Aussi, si on regarde les deux chronos qu'il avait fait, Gevrey-Chambertin, il était 41e, donc derrière Landa. Et à Nice, il était aussi derrière, parce que c'est là où il perd sa 10e place face à Buitrago. Notamment, c'est sur ce dernier chrono qu'il perd cette 10e place. Donc, ouais, pas top de la part de Giulio, enfin moyen de la part de Giulio Ciccone, on va dire plutôt ça, moyen. Et du côté de Félix Gall, c'est plutôt pas mal. Parce que je m'attendais plutôt à ce qu'il soit au niveau de Guillaume Martin, et il colle quand même 20 secondes à Guillaume Martin, un truc comme ça, donc sur 12 km, c'est pas mal pour un coureur qui n'est pas du tout spécialiste. Et puis même Zana est pas très loin devant. Sepkus, on ne s'attendait pas à ce que ça soit un miracle, Sepkus. Alors le problème de Sepkus, c'est que je l'ai vu faire des chronos, quelques chronos pas mal, mais déjà c'était des chronos qui étaient plus longs. Le problème de Sepkus, c'est comme il les fait rarement à fond, ces chronos,
bah, quand il arrive sur le vélo et qu'il faut tout donner, ça devient beaucoup plus compliqué dans ce genre de situation. Et c'est vrai que bah là, c'est une moyenne hausse hein, de la part de Sepkus. Après, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse un miracle non plus, mais 50 secondes d'entrée, là aussi, ça fait quand même beaucoup. Sur un Vlasov, ça doit faire 32. Un truc comme ça. Hein. Je crois que Vlasov est autour de 20 secondes. Donc c'est énorme comme retard déjà, hein, surtout après 12 km. Donc c'est pas l'idéal pour le coureur de la Visma. Lizeba, et surtout qu'on ne sait pas trop quelle est sa condition physique. Hein. C'est vraiment la grosse interrogation Sepkus de ce côté-là. O'Connor, un peu moins bien que d'habitude. Normalement, O'Connor, il est devant Gaudu. Hein. Normalement, O'Connor, voilà, il est plus dans le top 30, top 40. Là, c'est vrai qu'il est seulement en 58e. C'est pas exceptionnel voilà, de la part de Ben O'Connor. Je l'ai vu faire bien mieux, surtout depuis le début de saison. Il faisait plutôt des bons chronos. Sur le Tour d'Italie, hein, on voit, il est 2 fois dans le top 15. Sur le Tour des Émirats aussi, il avait pris la 11e place. À Lido di Camaiore, il était 22e. Donc là, ouais, c'est son moins bon chrono de la saison. Pourtant, il avait fait une Classica San Sébastien qui n'était pas dégueulasse non plus. Donc, ouais, peut-être qu'il n'avait pas roulé avec le vélo de chrono depuis quelques temps et que ça s'est senti du côté du coureur australien parce que là, c'était pas une performance exceptionnelle de la part de Ben O'Connor. Il est capable de faire mieux. David Gaudu, 51 secondes, gêné par le vent, je pense, David Gaudu, parce que petit gabarit, donc c'était pas forcément le plus simple. Chrono un peu moyen quand même hein, de Gaudu. Il a parfois fait mieux, David Gaudu, mais c'était pas cette année non plus. C'était l'année dernière où il faisait des chronos un petit peu meilleurs. Parce que c'est vrai que si on regarde à Delise, il est 54, donc ce qui est vraiment pas bon non plus. Gevrey-Chambertin était 59. Ouais, tous les chronos qu'il a fait cette année étaient pas bons. Hein. À Nice, il fait 56. Au Tour de Suisse, il fait 72e. Donc ouais, depuis le début de saison, il y a le Tour de Romandie, pardon. Depuis le début de saison, il fait pas des bons chronos. Donc à part au Tour du Pays Basque, qui est un chrono court où il s'en sort, mais ça fait depuis le début de saison que sur les chronos, ça fait depuis quelques temps qu'il fait pas des grosses performances sur les chronos. Donc je dirais que il finit quand même devant Sepkus, il finit devant quelques leaders. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Victor l'a fait, là, plutôt surpris de la part de Victor Lafay parce que j'avais pas le souvenir qu'il était excellent sur les chronos. Après, il arrive avec beaucoup de fraîcheur. Hein, il a moins de jours de course. Il a 9 jours de course. Il a autant que Geoffrey Bouchard. Il avait qu'un contre-la-montre dans les pattes. C'était au Tour du Burgos, mais qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, plutôt belle performance de Victor Lafay avec ce résultat. Ça va le mettre en confiance peut-être hein, pour la suite de la course. Victor. Chris Harper, ouais, 48 secondes. Uijtebroek, mieux que d'habitude pour moi, hein, Kian Uijtebroek, parce que c'est vrai que je l'avais vu sur des chronos, c'était pas foufou cette année. Donc peut-être qu'ils ont travaillé sur le matériel, parce que je pense que le changement de vélo s'était peut-être pas passé idéalement. Ce qui fait 44 secondes pour un Kian Uijtebroek, devant Gaudu, devant Ben O'Connor, devant pas mal de bons coureurs. C'est plutôt intéressant. De la part du coureur belge, donc on a peut-être travaillé un petit peu sur le matériel là, après pendant cette pause, hein, parce que Kian Uijtebroek il n'a pas couru depuis le Tour de Suisse, donc on a peut-être fait des améliorations parce que sur le Tour de Suisse il était 83 et 102, le Tour du Burgos il était encore 71e, donc non il a peut-être réussi à sortir les chevaux. Après encore une fois, jeune coureur. Pas forcément évident parce que c'est un grand gabarit mais filiforme. Donc c'est pas forcément, regardez Romain Bardet, c'est pas forcément ce qui est efficace sur un chrono. Hein. Parce que sur le Tour de l'Avenir en 2022, Kian, c'est un contre-la-montre par équipe. Voilà, je crois me rappeler. Et dans l'équipe, il y avait Segart, il y avait, pourtant il n'y avait pas que des bons coureurs de chrono. Loin de là, parce que Thibonay c'est pas très bon là-dedans, Van der Velde c'est moyen, et le Cerf on a vu que c'était pas exceptionnel, mais ils avaient réussi à s'en sortir sur ce chrono. Après c'est vrai qu'il y avait pas mal d'équipes qui n'étaient pas forcément excellentes dans ce domaine-là au départ, donc c'est peut-être aussi ce qui avait fait la différence. J'avais pas vu le chrono du Tour de l'Avenir, donc je peux pas vous en parler plus que ça du côté de ce qui s'était passé ce jour-là, mais pas mal. Moi, de toute façon, les chronos que j'avais vus de Kian Uijtebroek, j'avais pas vraiment été impressionné. Donc, le voir dans le top 50, c'est déjà intéressant.
Je remonte. Jack Haig, ouais, 45 secondes. C'est plutôt intéressant là aussi du côté de Jack Haig. Parce que vu comment il a été discret sur le Tour de France, ça serait bien de se remettre en route sur ce Tour de France. Del Toro, 42 secondes. Intéressant aussi de la part du coureur mexicain. On est encore sur un coureur qui est jeune, qui doit encore progresser dans ce domaine-là. C'est pas forcément évident pour des coureurs de ce profil-là. On poursuit du côté d'Eddie Dunbar et de Carapaz. On commence avec Carapaz, pas mal. Non, vraiment bien. Carapaz, c'est pas du tout un spécialiste du chrono non plus. Le voir à 5 secondes d'un Damietz, 6 secondes et demie d'un Daniel Felipe Martinez, je trouve ça extrêmement rassurant physiquement de la part de Carapaz. Pour moi, il est en forme. Pour moi, c'est un signe qu'il est en forme, hein, Richard Carapaz, parce que le voir à ce niveau-là, c'est depuis... Voilà, c'est jamais été un spécialiste du chrono, hein, même sur le Giro. Quand il gagne sur le Giro, je rappelle qu'il doit perdre au moins 4 minutes 30, 5 minutes sur les chronos. Hein. Donc c'est vraiment pas son domaine de prédilection. Le voir à 40 secondes, le voir pas très loin d'Henrik Mas par exemple, d'Adenbar, alors que c'est un mec qui est plutôt moins bon que ces coureurs-là, c'est plutôt pas mal. Pour moi, Dunbar, pas fou, hein, 39 secondes. Capable de faire mieux, voilà, pour moi, je pensais Eddie Dunbar. Enfin ouais, un petit peu déçu par la performance de Dunbar. Henrik Mas, pour moi, il est à sa place, il est dans le top 30. Top 30, top 40, je dirais que voilà, il perd 10 secondes sur Vlasov, je dirais que c'est à peu près le tarif pour lui, donc voilà, je suis pas vraiment surpris, pour moi il est à sa place. Adam Yates, alors Adam Yates il était bien parti, il était à 20 secondes au premier intermédiaire, il finit à 14-12, il a peut-être un peu souffert sur la fin. Adam Yates, c'est pas catastrophique, loin de là pour du Adam Yates. De toute manière, quand on rentre dans le top 30, c'est loin d'être catastrophique, surtout que quand tu regardes bien, les 5-6 premiers joueront pas le général non plus. C'est Skelmoseux, pas la référence hein, pour ceux qui jouent le général quasiment, donc à 22 secondes. Mais Adam Yates, ouais, c'est pas mal pour moi, et Roglic aussi. Oui, non, il est pour moi à sa place, Adam Yates. Voilà, il a fait le job. On savait très bien que du côté du AE, c'était peut-être pas forcément aujourd'hui qu'on allait faire les meilleurs résultats. Donc c'est plutôt très intéressant. Daniel Felipe Martinez, c'est le meilleur Colombien. Ah bah non, il y a Terrada, pardon. Ouais, Terrada, il a fait un super chrono. Non, mais ça fait partie des meilleurs Colombiens dans la discipline. Daniel Felipe Martinez, c'est un coureur qui est puissant, c'est un coureur qui a du punch. Donc on sait qu'en plus sur un chrono comme ça, 12, c'était un petit quart d'heure hein, aujourd'hui le chrono. Donc forcément c'est plutôt l'idéal pour ce type de profil là. Donc pas surpris voilà, de voir Daniel Felipe Martinez plutôt pas mal. Puis ça confirme qu'il a retrouvé des couleurs chez Red Bull Bora-Hansgrohe hein, depuis son arrivée en début de saison. Je crois qu'il avait déjà été pas mal sur les chronos sur le Giro. Donc là ça confirme, lui qui avait fini vraiment pas bien chez Ineos la dernière année chez Ineos, était très compliqué. Il est de nouveau bien concerné par les objectifs chez Red Bull Bora-Hansgrohe. Donc voilà, il veut montrer aussi que ça ne sera pas seulement un sous-fifre de Primoz Roglic. Geoghenaert, à sa place aussi, il est devant Adam Yates, devant Henrik Mas, ce qui est pas mal quand même hein, du côté de Geoghenaert, pour un coureur qui aussi a eu pas mal de pépins physiques, à 2 secondes de Arensman. Ouais, pour moi il est à sa place. Il est à sa place, Geoghenaert au niveau de la hiérarchie. Arensman, moi je l'aurais vu un peu plus près que ça, Arensman. Ouais, j'aurais vu une chouille plus proche de Tiberi. Pour moi, Arensman, j'aurais vu dans les temps plutôt aux alentours de 25 secondes de retard. Après, je m'attendais pas qu'il y ait des écarts aussi gros entre les spécialistes et les moins spécialistes. Parce que tu vois, Roglic est quand même déjà à 16 secondes aussi. Je m'attendais pas à ce que voilà, il y ait autant d'écart entre les purs spécialistes de la discipline et les coureurs complets. Je m'attendais à ce que les écarts soient plus restreints. Mais ouais, là du côté de Arensman, bon, c'est pas mal. Terrada, énorme chrono de Terrada. Hein. Pour moi, alors oui, c'est un coureur qui est punchy là aussi, un peu comme Daniel Felipe Martinez. Mais c'est pas un grand gabarit non plus. Alors des fois, quand on est ramassé, c'est pas mal. Je trouve qu'il est impressionnant sur ce chrono Terrada. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Donc ça, c'est très bien.
Et puis en plus, je rappelle que la Vuelta, c'est un grand tour qui peut lui convenir à Terrada, donc ouais, il faudra se méfier de lui. Vlasov, 20e. Ouais, j'aurais vu un peu. Moi, je l'aurais vu devant Tiberi. Je l'aurais vu dans les temps de Jevine. Moi, de Jevine, de Skelmose. Donc je le trouve légèrement loin. Je dis bien légèrement loin. Après, il est qu'à 12 secondes de Roglic. Même pas 12 secondes de Roglic. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un peu comme Martinez. Hein. Les deux sont dans le coup. Ça veut dire que ça va faire des nœuds à la tête. Ça, hein, quand même, du côté de la Red Bull Borans-Grohe. De savoir qui va être le leader sur cette course. Mais ouais, j'aurais vu un petit peu devant. Tiberi aussi, peut-être. Tiberi, pour moi, il a sa place. Autant Vlasov, j'aurais vu un petit peu plus devant. Autant Tiberi, sur les derniers chronos que j'ai vus, ouais, c'est bien. De toute façon, on sait que c'est un coureur de grand tour qui est bon dans le chrono. Hein. Je rappelle que de base, c'était un peu sa spécialité, le chrono, avant qu'il arrive chez Bahreïn et qu'il se transforme en coureur par étapes. Tiberi, il montre aussi un certain Lenny Martinez. Que chez les jeunes coureurs de la Bahreïn, il y en a déjà un qui est numéro 1, donc Lenny Martinez, va falloir qu'il fasse sa place. C'est pour ça que j'avais dit Lenny Martinez chez Bahreïn. Je n'étais pas totalement convaincu par cette idée, vous voyez pourquoi, parce qu'il y a Tiberi, et Tiberi est très bon, et que Bahreïn a toujours eu un petit sang italien, comme si ça avait été conçu un petit peu autour de Vincenzo Nibali. Ouais, du côté d'Antonio Tiberi, bon résultat, il n'est pas très loin de Cataneo par exemple. Hein. Baroncini, pas mal aussi, hein. Le champion d'Italie, champion du monde espoir du côté d'Anvers. Bon chrono, hein, 26 secondes derrière Casper Asgreen. Pas mal. Jevine. Ouais, lui il avait remporté pourtant le chrono du Tour de Burgos. Alors, je sais pas si le chrono était bien différent. Burgos c'était 18 km 500, alors c'était une chouille plus long. Là, il n'a pas réussi à réitérer sa performance. Alors, il faut savoir que Jevine est parti tôt. Il y a eu quand même des petits changements de conditions. Donc, ça a peut-être joué. Jevine. Moi, j'ai pas vu le départ de Jevine. Hein. J'ai pas vu son chrono. J'ai commencé à regarder vers 17h40, le temps de monter la vidéo du Tour de France Femmes. Mais ouais, je suis pas... Ouais, je sais pas trop quoi en penser, voilà, du chrono de Jevine. L'année n'a pas été simple hein, pour lui, il a que 26 jours de course dans les pattes. Donc est-ce qu'il n'est pas encore au top de sa condition parce que ouais. Après quand tu regardes, il est 14e, mais si tu regardes Roglic, il est à combien de Roglic? Il est à 4. Ouais, il est quand même à 8 secondes de Roglic. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus proche que ça. Donc ouais. Petite surprise. Skelmose, il est bien. Skelmose en termes d'écart, en termes de place surtout, en fait, il est bien. Mais c'est pas celui qui a fait le meilleur chrono. C'est-à-dire qu'il y a mieux que lui. C'est ça qui est surprenant, parce que normalement, Skelmose, c'est vrai que sur le contre-la-montre, il est toujours très bon. Mais là, il y en a d'autres qui ont été très performants dans ce domaine-là. Après, tu vois qu'il est dans les temps des meilleurs. Hein. Il est dans les temps de Roglic, d'Almeida, de Lipovic, il est dans ces temps-là. Mais c'est vrai qu'on s'attendait presque à le voir peut-être plus devant. Mais Lipovic, ça a été la bonne surprise. Alors, la bonne surprise, et pour moi, c'est une demi-surprise, Lipovic. Il vient de quel sport? Le biathlon, un sport de contre-la-montre. Le biathlon, il y a quand même beaucoup de courses, c'est du contre-la-montre. Donc il faut gérer ses allures, il faut gérer ses efforts. C'est déjà une bataille contre soi-même. Le fait qu'il soit bon sur le contre-la-montre, je ne suis pas surpris. Moi, je vous avais dit, je voulais attendre sur le Giro le contre-la-montre, sauf qu'il a abandonné avant. Parce que je voulais voir ce que ça donnait, Lipovic, sur le contre-la-montre. Là, je l'ai vu, 12e, oui, encore une fois, c'est un mec qui vient du biathlon. Donc gérer un effort pendant un quart d'heure, c'est un sprint. Hein. Enfin, c'était un sprint très court, mais c'est des styles d'épreuve qu'il maîtrise. Donc, ouais, c'est un relais en biathlon, hein, presque. Lipovic, donc pas surpris. Oliveira, toujours bon. Almeida, top 10, 19 secondes. Pas mal, hein, Oliveira. Hein. 3 secondes de Roglic. Alors, McNulty a été meilleur, mais McNulty, il a fait quand même un sacré chrono. Donc non, plutôt bien. Ouais, Almeida, belle perf de la part du coureur portugais. Armirail, très bon aussi. Hein. On parlait des spécialistes, mais être devant Skelmose, Vine, Asgreen, Tiberi, Vlasov, ouais,
Ça montre que les jambes sont bonnes. Hein. De toute façon, Armirail, il a été barré par plus fort que lui aux Jeux Olympiques. Contrairement chez les filles, où on peut se dire que Cédric Carbarol aurait peut-être pu participer aux Jeux, Armirail, Vauquelin était plus fort. Mais bon, ça reste un très bon coureur de chrono. Hein. C'est... Et puis lui, au moins, il est sur la Vuelta, ce qui n'est pas le cas de Cavagna, son homologue. Cavagna, il a couru, Cavagna, parce que je ne l'ai pas vu, moi, depuis le début de saison, quasiment, Rémi Cavagna, à part sur 2-3 courses. J'avais vu en Suisse, sur le Tour de Romandie. J'ai pas vu, je crois que je l'ai vu que sur le Tour de Romandie, et sur Paris-Nice, j'ai dû le voir sur 2 courses. Et sur les championnats de France où il y était. Ouais, il a fait le Tour de l'Ain, et il a fait le Tour de Pologne. Ouais, il est en ce moment sur le Tour de Pologne. Chrono pas exceptionnel, hein, sur le Tour de Pologne, 29e. Derrière Romain Bardet, oui, même si c'est un chrono en bosse, c'est quand même pas une montée de 15%, donc ouais, pas exceptionnel du tout de la part de Cavagna, qui s'en sort pas, Cavagna. Alors, en même temps, Cavagna, il y avait eu comme cette grande phrase. Ils parlent tous espagnol. Tu t'attendais à quoi chez Movistar vraiment? Tout le monde le sait, chez Movistar qu'on ne parle qu'espagnol. J'ai dit plein de fois en présentation de saison de la Movistar qu'il faudrait même qu'ils soient un peu moins hispano-centrés. Ça veut dire que même moi je savais qu'ils parlent qu'espagnol dans la bagnole. Comme les équipes françaises à une époque ne parlaient que français. Maintenant c'est un peu moins le cas, mais bon, voilà, c'est pareil, Movistar. Ça marche comme une équipe française sauf qu'elle est en Espagne. Enfin les mauvaises équipes françaises sauf qu'elle est en Espagne. Armirail Roglic, je le voyais plus proche que ça, Roglic, des meilleurs. Je m'attendais pas à ce qu'il se prenne 10 secondes par Stephen Kung. Je m'attendais pas à ce qu'il se prenne 8 secondes d'un mauvais Joshua Tarling. Donc ouais, plutôt surpris en fait de le voir. Tu vois, il y a même Mauro Schmid qui est devant, alors que Mauro Schmid n'est pas un pur spécialiste du chrono. Donc ouais, enfin pas, j'ai pas été agréablement surpris par Roglic. Je me dis certes, bon, il n'y a que McNulty qui est devant. Pour moi, McNulty ne jouera pas le général. Donc parmi les mecs qui jouent le général, c'est celui qui a fait le meilleur chrono. À part si Van Aert se décidait à jouer le général à la place de Sepp Kuss. Malgré tout, je me dis, je le voyais faire un peu plus d'écart que ça. Je le voyais, vous avez dit ce matin, je le voyais jouer la victoire. Donc le fait qu'il soit loin quand même du top 5, hein, il est à quasiment 10 secondes du top 5. Ouais, ça me rassure pas sur sa condition physique à Roglic. Surtout que, alors c'est vrai qu'il a perdu une dent aussi. Hein, les débuts de grand tour, c'est pas facile en ce moment. Hein. Il y a Hirt sur le Tour de France qui se pète dedans. Là, c'est Roglic qui a la dent quasiment enlevée. Alors, je sais pas si c'était un problème de dents qui était déjà plus d'origine. Du côté de Roglic, mais c'est sûr que ça va peut-être pas aider à la préparation du chrono et à un bon sommeil. Mais ouais, très surpris du côté de Primož Roglic. Mauro Schmid ensuite, Tarling. Moi je comprends pas Ineos. Alors, je vous dis très clairement, je comprends pas cette mode qui est chez Ineos de mettre des galettes complètes à la place des braquets. Hein. Ou des fait-tout à la place des... On a l'impression que vraiment le braquet, vous savez, c'est les poêles à paella là, je sais plus comment ça s'appelle, les wok. On a l'impression d'avoir un wok, ça fait une taille mais démentielle. Et bah Tarling, il a pas réussi à l'emmener jusqu'au bout. Mais je comprends pas, ils font ça depuis le début d'année. Hein. C'est-à-dire que ça a commencé sur l'UAE Tour avec Tobias Foss avec son 68. On l'a vu avec Geraint Thomas sur le Tour de France. Enfin, ils le font depuis le début de saison, de mettre des braquets démentiels. Ça ne marche pas. Donc il faudrait peut-être un moment... On l'a tous compris que ça ne marchait pas. Ils continuent de faire ça. Il faudrait peut-être penser à faire autre chose. Parce que là, Joshua Tarling, qui se prenne 8 secondes et qui soit derrière Affini, surtout. Enfin, c'est surtout ça, qui soit derrière Affini, qui se prenne 6 secondes par Van Aert, ça fait un petit peu mal au cucu quand même. Affini, toujours bon sur les chronos et surtout sur ce format-là de chrono. Je me souviens sur le Giro, face à Ghana, du côté de Turin, il avait fini aussi dans le top 5, dans le top 10. Donc il est toujours performant sur ce type de chrono. La surprise pour moi, c'est Stephen Kung. Parce que normalement, il aime les chronos un petit peu plus longs. Stephen Kung, le fait de le voir performant sur un chrono d'une douzaine de minutes, ça c'est intéressant. Ça veut dire que la forme est peut-être meilleure que sur le Tour de France. Van Aert, troisième. Il n'a pas pu utiliser ses 2 roues lenticulaires. Il voulait le refaire, hein, le coup des 2 roues lenticulaires. Le problème, c'est qu'il y avait du vent.
et vent de côté de roue lenticulaire, hein, c'était patatras. Mais ça a peut-être joué. Ce changement de matériel de dernière minute, voilà, ça met un petit coup de stress. Ça a peut-être fait la différence de performance, mais voilà, ça reste un bon chrono pour Van Aert. Il aura d'autres possibilités de se refaire. La surprise Vachek, moi je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit dans le top 5, Matthias Vachek. On sait que c'est un bon coureur, mais de là à le voir dans le top 5, Matthias Vachek, vraiment impressionnant. Alors c'est vrai qu'il avait fait un bon contre-la-montre au jeu, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le top 5. Enfin, et qu'il soit deuxième de l'étape. Non, non. Assez surpris de Matthias Vachek. Et c'est un très bon coureur en plus, Vachek. Hein. Donc lui, il va falloir le suivre parce que moi, c'est un coureur qui m'intrigue. Tu vois, ça fait partie des coureurs qui m'intriguent pas mal sur cette épreuve. Et puis, au championnat d'Europe, hein, il y aura du monde au championnat d'Europe. Je sais pas qui il y aura. Je pense qu'il y aura Tarling. Bah, au championnat d'Europe, sur le chrono, moi, je pense qu'il faudra se méfier de lui, de Matthias Vachek. Parce que je pense que ça sera un coureur dangereux. Les championnats d'Europe qui ont lieu en Belgique, qui ont lieu où? À Hasselt. Je ne sais pas du tout où ça se situe. Je ne sais pas si j'ai une petite carte pour vous dire où ça se situe. Du côté de la Belgique. Non, il y aura des pavés. Tiens, ça sera marrant ça. Des pavés au championnat d'Europe, ça va pas être. Ça va nous rappeler même l'année dernière où il y avait une petite portion pavée, mais là, ce seront des secteurs plus longs. Voilà. 220 km pour la course en ligne. Je ne sais pas si je vais vous l'afficher. Hop. Ouais, il y aura des petits secteurs pavés. Et des monts. Donc, avec le Kolmantberg et le Zamenanberg. Voilà. Des monts assez courts et pas les plus pentus. Mais oui, c'est encore Limbourg. Je sais pas si ça ressemble pas au parcours de l'année dernière. Ça. Je ne sais plus. J'ai plus de souvenirs. Mais on part de Zolder pour aller à Hasselt. Voilà. Donc, avec des différents parcours. Ça aussi, ça va être. Il y aura, voilà, on passera une fois sur la ligne d'arrivée au tout début, puis on y repassera une autre fois, pas loin de l'arrivée, sur un circuit sur le plat. Ça va être surprenant parce que le dernier mont sera à 30 bandes de l'arrivée. Enfin, le dernier passage pavé, il faudra. Ça sera pas si évident, ce parcours. Mais Vachek, oui, impressionnant, là aujourd'hui. Hein. Bravo lui, et puis McNulty. Il est capable de faire des coups, McNulty. C'est vraiment le mec le plus irrégulier au monde, hein, je trouve, McNulty. Mais il est capable, voilà, de faire des coups sur le chrono. Alors c'est un coureur qui progresse toujours, hein, McNulty. C'est vrai que c'est un coureur qui pourtant est arrivé tôt. Moi je me souviens chez Rally Cycling. Mais il continue de progresser aujourd'hui. Et c'est vrai que sur le contre-la-montre, c'est peut-être là vraiment son domaine de prédilection. Mais là, c'est un premier gros chrono de remporter. Par McNulty avec un chrono de grand tour. C'est un premier grand chrono de grand tour remporté. Face aux purs spécialistes, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, pour moi, McNulty doit se concentrer sur les chronos. Pour moi, il n'est pas suffisamment bon en montagne pour tenter les classements des courses par étapes. Pour moi, là où il est très fort, c'est sur les chronos. Et peut-être sur des classiques aussi, vallonnés, moyennement vallonnés, où là, il peut être performant. C'est pas sur les courses par étapes. Il a voulu aller sur les courses par étapes. Mais pour moi, quand tu regardes bien, voilà, c'est pas là où il est bon, McNulty. Pour moi, c'est pas là où il est ultra performant. Et là, vraiment bien. Victoire, maillot rouge. Bon, voilà, très bonne journée pour Brandon. On passe au classement général. Donc vous voyez, les écarts sont à peu près les mêmes. Hein. Voilà, du côté du maillot vert, McNulty est en tête vu qu'il a remporté l'étape. Maillot blanc, c'est Vachek qui est en tête. Et puis classement par équipe, c'est UAE qui est devant. La Lidl Trek et la Visma, première équipe française Groupama 8, Decathlon 9. Les deux se suivent. Dernière équipe, Arkea. Bon, on a bien compris que chez Arkea et Cofidis, les objectifs n'étaient pas d'être performants sur ce contre-la-montre. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain 8h30, présentation de l'étape de la Volta. 7h, ça sera pour le Tour de France femmes.
La dernière étape du côté du Glandon et de l'Alpe d'Huez. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.